Surly et ses organisateurs pour avoir donné l'occasion de cette conférence et d'une certaine manière m'avoir donné l'occasion de travailler sur l'histoire de ma ville natale que je ne connaissais finalement assez mal et ces recherches ont donc été captivantes. Alors, pourquoi cette conférence? Vous le savez, vous l'avez évoqué, le théâtre Tivoli et son avenir nourrit un certain nombre de débats depuis quelque temps, et c'est dans ce contexte que je me suis intéressée à l'initiatrice de ce théâtre, à savoir Marguerite Lemot, et j'ai, il y a quelques mois, fait quelques recherches pour mon père, et j'ai envie de dire, je me suis pris au jeu, et j'ai donc été amenée à m'intéresser à la vie culturelle de Clisson à l'époque de Marguerite Lemot, à savoir donc les bornes de cette conférence, en fait 1848-1925, puisque c'est les dates de naissance et dates de mort. Et ce sont ces recherches que je vais partager avec vous ce soir. Alors, bien sûr, j'ai puisé, et je voudrais d'abord le préciser, j'ai puisé dans les travaux scientifiques nombreux qui existent sur Clisson, en particulier le travail vraiment remarquable qui a été fait par une équipe de conservateurs dans l'ouvrage qui reste l'ouvrage de référence, à savoir Retour d'Italie, qui est paru il y a un moment maintenant, en 1990, et des recherches plus vastes de Claude Conneau, Alain Delaval, Jean-Jacques Coipel, Pierre Fardel. J'ai également puisé dans la riche et précieuse Histoire de Clisson qui a été rédigée par Pierre Bonnet il y a quelque temps. Et donc voilà mes sources. Donc d'une certaine manière, ce dont je vais parler n'est pas très inédit, mais ce qui me semble le plus inédit, c'est la synthèse, c'est-à-dire que j'ai un petit peu rassemblé les différents éléments de ces travaux scientifiques. Et je voudrais aussi remercier Madame Boulanger qui m'a envoyé des photos de sa très belle propriété. Ça a été aussi une belle aventure parce que ça m'a permis de découvrir aussi un certain nombre de lieux que je ne connaissais pas. Alors, entrons dans le vif du sujet. Marguerite Lemot, vous le savez, est la petite fille du sculpteur François-Frédéric Lemot. Elle était amatrice de théâtre et d'art lyrique, et c'est pour cette raison qu'elle a fait édifier un théâtre privé au début du XXe siècle, à côté de sa maison de la rue des Cordeliers. Ces réalisations demeurent toutefois nimbées de mystère, et je ne pourrais pas vous montrer le visage de cette Marguerite Lemot, puisque je n'ai pas trouvé de portrait. Et la programmation de son théâtre est également assez méconnue, et je ne pourrais que restituer les bribes de souvenirs qui sont parvenus jusqu'à nous à ce sujet. Alors, vous le connaissez tous le théâtre. Elle choisit pour construire ce théâtre un style à l'italienne qui avait été promu par son grand-père un siècle plus tôt et par son père, j'y viendrai. En ce sens, il est clair qu'elle poursuit l'œuvre familiale et elle clôt aussi une certaine histoire qui a fait de Clisson un foyer artistique unique dans la région nantaise, et c'est vraiment sur ce point que je voudrais aussi insister. Alors, pour en comprendre la construction, il faut donc revenir en arrière, quasiment un siècle plus tôt, et lorsqu'une poignée d'artistes et d'amateurs édifient des ensembles architecturaux teintés de leur nostalgie italienne. Dans cette conférence, je vais donc commencer par rappeler l'histoire que certains d'entre vous connaissent très bien, mais en insistant sur peut-être un point qui a été moins développé, à savoir l'éclectisme inédit des bâtiments construits à cette époque, puisque certes le style rustique italien se généralise, mais il n'est pas le seul à être utilisé à Clisson et dans ses environs. Et j'évoquerai quelle signification, notamment sociale, on peut attribuer à cette variété stylistique. Ensuite, je vais
évoquer l'autre figure, celle qui a été moins étudiée, à savoir celle de Barthélemy Lemaud, donc le fils, et on verra en quoi il continue l'œuvre du père, mais aussi sur quel point il fait rupture. Ensuite, et là je me suis vraiment fait plaisir, je voudrais évoquer des peintres de renom parisien, à savoir Henri Arpigny, François-Louis Français, il y a aussi Lancier, qui ont en quelque sorte poursuivi l'œuvre entreprise par les Cacot et les Lemaud, en transposant sur leur toile les paysages fabriqués auparavant par leurs devanciers. Et enfin, à l'orée du XXe siècle, donc après l'architecture et la peinture, je parlerai de Marguerite Lemaud, qui a diffusé d'autres types d'expressions artistiques en organisant des représentations théâtrales et musicales dans son théâtre privé, et en insistant aussi sur le fait que c'est une autre page de l'histoire culturelle française qui s'ouvre à cette époque, celle qui a été marquée par une philanthropie assez importante et un souhait de partager la culture, c'est vraiment les tout débuts, hein, mais un souhait de partager la culture avec des publics, un public élargi. Alors, commençons par le début, l'origine de tout cela. Lorsque Marguerite Lemaud naît en 1848, qui sont ainsi pittoresques et renommés, et divers recueils ont popularisé son histoire singulière, mais plutôt dans l'action décisive de plusieurs artistes et amateurs. Qui sont-ils? Alors, je vais commencer par... Il y a d'abord les Cacot, puisque... vous savez tous, lors des guerres de Vendée, entre 1793 et 1795, la ville est détruite et incendiée. Et en 1796, quand le Nantais François Cacot la découvre, il fait face à un champ de ruines et de massacres déserté par une grande partie de ses habitants. Et seul le vieux château tient encore debout sur les rives de la Sèvre. François Cacot et son frère rêvent alors d'un musée-école pour conserver leur collection de peintures amassées en Italie, et ils projettent de l'installer dans le presbytère de la Madeleine. Entre-temps, François-Frédéric Lemaud qui s'est lié avec François Cacot à Rome, est séduit par le site de Clisson, qui lui rappelle les paysages italiens, et il acquiert la propriété de la Garenne en 1805. 2 ans plus tard, il achète le vieux château qui était menacé de devenir une carrière de pierre. Alors, Lemaud est un sculpteur célébrissime qui a une carrière prestigieuse de la Révolution à la restauration des Bourbons. Je vous rappelle que c'est lui qui sculpte ce bas-relief, la renommée et l'histoire. Donc, il le sculpte en 1798, et c'est le bas-relief qui orne toujours la tribune des orateurs à l'Assemblée nationale. Et puis, 20 ans plus tard, il livre l'emblématique sculpture équestre d'Henri IV, qui symbolise magistralement le retour des Bourbons, et qui est, elle aussi, toujours sur le Pont-Neuf à Paris. C'est vraiment une célébrité dans le monde des arts, puisqu'il est professeur à l'École des Beaux-Arts à partir de 1810 et membre de l'Académie. On ne peut pas faire mieux quand on est artiste. Lemaud, vous l'aurez compris, est absorbé par sa carrière et il séjourne peu à Clisson, qui, je vous rappelle qu'à cette époque, on ne fait pas Paris-Clisson en 2h30, mais il faut 4 jours de diligence pour faire ne serait-ce que Paris-Nantes. Et c'est donc aidé par son régisseur Joseph Gautret qu'il entreprend un ensemble de constructions dans ce vaste parc qu'il a acquis et qu'il agrémente de fabriques et de divers lieux poétiques que vous connaissez tous, qui mêlent une sensibilité romantique et des références anciennes.
À sa mort, en fait, seule la maison du jardinier est vraiment construite. Donc le mot meurt en 1827 et c'est le seul bâtiment qui l'habitera durant sa vie. C'est une maison qui est inspirée des maisons rurales, j'insiste, des maisons rurales du Latium et de Toscane. Et elle traduit évidemment sa nostalgie italienne, mais j'insiste là-dessus, elle apaise d'un goût nouveau à cette époque pour une culture populaire, si vous voulez. Auparavant, pendant des siècles, on a valorisé l'Antiquité, les grands monuments d'Antiquité de l'Italie, et à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, il y a un changement de goût et on va s'intéresser à une palette beaucoup plus large de cultures, dont les cultures populaires. Et donc cette maison du jardinier est, si je puis dire, le prototype du style rustique italien qui va se diffuser à Clisson. Alors, quant à la grande maison principale, elle figure sur cette planche, et cette planche est parue dans un album, dans un recueil, avec une notice par le mot et un recueil de planches, un recueil titré Voyage pittoresque dans le bocal de la Vendée et vue de Clisson et de ses environs, qui paraît en 1817, et donc c'est une vue imaginaire d'une maison qui n'a pas même commencé à être construite. Voilà, donc il faut faire attention, donc on a vraiment les rêves de Lemot sur cette planche. Alors, un autre point est à remarquer, comme vous le voyez, la maison principale, elle renvoie à un autre modèle architectural que celui de la maison du jardinier. Sur la gravure, vous devinez l'avant-corps central qui est percé d'arcades et surmonté d'un fronton, et qui forme une loge à l'italienne. Et de part et d'autre, les baies sont plutôt rectangulaires, et cette hiérarchie ancienne, celle des fonctions, qui consiste à édifier les grandes demeures dans un style plutôt classique et leurs dépendances dans des styles jugés moins nobles et avec des matériaux moins onéreux. En face de la Garenne, il y a la maison de Jacques-Charles Valentin, qui est édifiée au même moment que la maison du jardinier, et qui apparaît comme une synthèse plus éclectique en son cœur même, si je puis dire, puisque le logis comporte une partie classique, avec, donc, vous voyez ce portique, qui est agrémenté de part et d'autre d'une terrasse à l'italienne, et Valentin y accole des galeries à l'italienne qui ont disparu aujourd'hui. J'en viens donc à ce sur quoi je voudrais insister, à savoir la logique éclectique de la construction de tous ces bâtiments. Et je vais commencer par citer ce grand historien de l'architecture, qui est Jean-Marie Pérouse de Monclos, qui écrit dans Clisson, le retour d'Italie: le retour à l'antique n'est que la tendance dominante de la période européenne dite néoclassique. Celle-ci a en fait inventé l'éclectisme. De fait, à mon sens, l'éclectisme est bien la démarche dominante au XIXe siècle. Je rappellerai que le mot vient du grec et il signifie choisir. Et l'éclectisme renvoie donc à une démarche qui consiste à combiner des motifs empruntés à des styles différents. Avant l'éclectisme, les premiers historiens de l'art ont donc inventé la notion de style, et c'est, et je rappelle qu'un style est une construction vraiment intellectuelle, plastique, et un style est défini par des éléments ayant fait l'objet d'une même classification, et il peut être associé à des valeurs et à certaines significations. J'en viens maintenant à ces significations. Et pour reprendre de nouveau les mots de Jean-Marie Pérouse de Monclos, ce style rustique à l'italienne a largement bénéficié de la constitution d'une aristocratie et bourgeoisie, soucieuse d'afficher une puissance foncière toute neuve, sans emprunter au répertoire architectural de l'Ancien Régime.
Et donc, dans la hiérarchie des fonctions, la manière rustique n'accède pas habituellement au niveau du logis, elle s'établit à la périphérie de celui-ci, et en ce tout début du XIXe siècle, elle n'est plus la manière des constructions futiles comme au XVIIIe siècle, mais elle est au contraire celle des constructions utiles, des communs, et même des fermes et des moulins, pourvu que celles-ci participent à la composition du parc et aux abords de la demeure. Et c'est donc cette typologie stylistique qui renvoie, vous l'aurez compris, aux hiérarchies sociales de l'époque et à ce contexte post-révolutionnaire qui va se diffuser à Clisson. Alors, si je récapitule, je dirais qu'à Clisson réunit, le style des demeures renvoie plutôt à la permanence des modèles classiques. Les parcs, eux, s'inscrivent dans la lignée des jardins paysagers agrémentés de fabriques qui se sont plutôt développés au XVIIIe siècle. Et enfin, l'architecture rustique à l'italienne atteste d'un début du brouillage des frontières entre culture savante et culture populaire, puisque, je le rappelle, ce style est inspiré par une architecture vernaculaire ou populaire, enfin, de l'architecture populaire de la campagne italienne. Voilà, et tout ça donc correspond à ce nouveau goût pour le pittoresque et à ce rêve arcadien d'une union nouvelle entre architecture et paysage. Et donc vous le voyez, il y a la demeure principale en tuffeau de style classique où on voit qu'il y a corniche, pilastre à l'étage supérieur, fronton et toit en ardoise. Notons toutefois les fenêtres plutôt en plein cintre au rez-de-chaussée. Et puis, tout à côté, les dépendances qui, elles, ont un toit en tuile, des ouvertures en plein cintre, et elles s'inspirent bien sûr du style italianisant mis au point à la Garenne. Il y a également cette très belle orangerie qui est tout à fait unique dans la région. De même, lorsque Benjamin Lorette, qui est maire de Clisson entre 1841 et 1848, lorsqu'il entreprend de faire construire une maison sur sa propriété des bords de la Sèvre à Nidois, il opte pour le même type d'éclectisme dans une version plus modeste, puisque vous le voyez, la grande demeure est construite dans un style nantais et recouverte d'ardoise, mais les dépendances à côté sont inspirées du style à l'italienne. On peut faire le même type de remarque pour la Lucière à Cugan, où alors je ne sais pas qui date de cette époque, c'est un petit peu difficile, mais enfin vous voyez bien la différence entre la demeure principale et puis les communs qui, eux, sont directement inspirés de la maison du jardinier à la Garenne. C'est le cas pour la maison du libraire Louis-Nicolas Busseuil, qui est un ami de Lemot, et qui, vous voyez, fait construire cette maison place de la Trinité dans un style italianisant, puisque les ouvertures sont appareillées en briques. Elles sont en plein cintre au deuxième niveau et en art favorisé au second. Alors, à partir des années 1840, j'ai déjà évoqué, les publications fleurissent sur Clisson, qui, ça a été démontré dans le catalogue Les Châtaignes, est la ville qui est la plus reproduite après Nantes en Loire inférieure. Voilà. Vraiment une ville tout à fait unique. Et pour ce faire, la maison d'édition et de lithographie Charpentier à Nantes publie une série de recueils illustrés qui font connaître évidemment cette singularité clissonnaise. Et ces publications connaissent un véritable succès jusque dans les années 1860. Et donc, pour accueillir des visiteurs qui sont de plus en plus nombreux, qui sont guidés par toutes ces publications,
des hôtels sont édifiés, vous les connaissez peut-être. Il s'agit de l'hôtel de France, de l'hôtel de l'Europe et de l'hôtel de la Poste, qui sont édifiés le long de ce nouvel axe. Non, tout va bien. Qui sont édifiés le long de ce nouvel axe formé par la route Nantes-Poitiers, à la suite de la construction du viaduc sur la Moine en 1840-41, puisque il faut bien avoir conscience qu'auparavant il y avait, je crois, deux ponts, le pont de la Ville et le pont Saint-Antoine, et par exemple si on voulait aller Garenne-le-Mont, il fallait forcément prendre le pont Saint-Antoine. Donc là encore, comme on atteste ces hôtels, la tuile et la brique sont adoptées pour des constructions qui sont plus ou moins italianisantes. Et je vais m'arrêter sur l'hôtel de France, bien sûr, puisque cet hôtel sera vendu à la commune en 1868 et transformé en hôtel de ville. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'au XXe siècle, des restaurations ont modifié son aspect originel. Vous voyez que le belvédère a été supprimé, les niches aussi, mais bon, on reconnaît tout à fait le bâtiment dans ses grandes lignes. Donc, au milieu du XIXe siècle, lorsque Marguerite Lemot naît, Clisson s'est donc reconstruit et transformé selon cette nouvelle typologie de style. Et, ah oui, j'ai oublié quelque chose, et la ville est suffisamment connue, renommée, pour attirer des visiteurs comme Théophile Gautier, puisque les visiteurs pouvaient remplir un livre d'or quand ils venaient visiter la Garenne. Ce livre, une sélection a été publiée en 1881, et vous voyez le dessin de Théophile Gautier, qui était quand même un écrivain célébrissime à l'époque, un dessin qui date de 1838, avec un petit dessin. Et, voilà, donc ça atteste quand même vraiment de la célébrité de la ville à cette époque. Voilà, alors ce style italianisant aurait pu passer de mode, ça aurait pu être un espèce comme ça, de feu de paille, et d'ailleurs la seconde moitié du XIXe siècle n'est plus à ce style, mais comme nous allons le voir, il perdure, et notamment, forcément pas le seul, mais notamment à l'initiative du fils de François-Frédéric Lemot, à savoir Barthélemy Lemot. Alors, comme je l'ai mentionné, la maison de la Garenne n'est pas achevée lorsque le sculpteur Lemot meurt en 1827, et il revient donc à son fils, Barthélemy, de terminer les constructions telles que nous les connaissons aujourd'hui. Deux mots d'abord du parcours, de son parcours. Barthélemy Lemot est né en 1810 et il s'est marié à Paris en 1847, et de cette union sont nés deux enfants. Il y a Marguerite l'aînée en 1848 et puis Olivier en 1850. Alors, selon Alain de Laval, Barthélemy Lemot vit plus régulièrement à Clisson que son père, à partir de 1841, et il s'ancre véritablement dans la région, puisqu'il est maire de Clisson à deux reprises, de 1851 à 1865 et de 1878 à 1881, et il cumule cette fonction avec celle de conseiller général de la Loire-Inférieure de 1852 à 1880. Petite description, Barthélemy Lemot est assez représentatif d'une bourgeoisie propriétaire terrienne qui a encouragé le retour à l'Empire et qui montre son attachement au régime de Napoléon III. Peu présent, ça on le sait, grâce au compte-rendu du conseil municipal, il est peu présent au conseil municipal, puisqu'il demande à plusieurs reprises à démissionner de ses fonctions de maire. Et d'après ce qu'a pu comprendre Pierre Bonnet, la concorde n'était pas toujours de mise au sein de l'équipe municipale. Mais il est toutefois maire entre 1878 et 1881, cette fois sous la Troisième République, donc c'est vraiment quelqu'un qui a compté dans l'histoire de Clisson.
J'en reviens donc à la Garenne. Que fait-il à la Garenne? Bon, vous le savez, il achève la maison principale, mais il fait surtout surélever le belvédère. Dans les plans originaux, le belvédère n'était pas aussi haut. Il achève la loggia, que vous voyez sur cette photographie. Et à l'étage, il crée en 1866 la Galerie des Illustres, dont il fait orner le plafond des médaillons représentant les grands artistes contemporains de son père. Ce qui me paraît intéressant, ce sur quoi il faudrait insister, c'est qu'il transforme quand même assez profondément le projet de son père, puisque son père avait prévu à l'origine un jardin potager devant la maison. Et en fait, Barthélemy Lemeau va supprimer ce jardin potager, et c'est lui qui ouvre la grande allée axiale qui va du portail à la cour d'honneur, et surtout qui fait fermer cette cour par cette colonnade en hémicycle à la romaine que nous connaissons aujourd'hui. Et donc ces travaux sont terminés dans les années 1860, et vous l'aurez compris, Barthélemy Lemeau monumentalise, classicise le projet originel de son père qui, alors, au départ, avait envisagé d'utiliser la brique pour sa maison, donc elle a vraiment un côté très très classique aujourd'hui qu'elle n'aurait pas dû avoir au départ. Parallèlement à ces travaux, il fait reconstruire ou restaurer à l'italienne dans les années 1850 des bâtiments dont il était propriétaire. Il y a évidemment le moulin de Plessard qui aurait été construit sur les plans de Paul Méchineau et qui avait été acquis par Lemeau père en 1821. Il y a aussi le moulin de Persimon et la métairie du Pas nantais à Gétimier qui est construite vers 1847. Dans la ville, il opte aussi pour ce style, pour la maison rue Albert Forget qu'il fait construire dans rue Albert Forget. Et donc, si on résume un petit peu, vous le voyez, il systématise ce mode architectural choisi par la génération précédente, mais avec aussi, tout ça n'est pas neutre, hein, puisque ces diverses constructions unifient donc les bâtiments utilitaires de sa propriété, elles en marquent les bornes géographiques, alors que il n'avait pas forcément toujours de bonnes relations avec son voisinage. Voilà, et sous son mandat de maire, puisqu'il est maire, je vous l'ai dit, un certain nombre d'édifices sont également construits dans ce style italianisant. Il y a, donc ce sont des édifices municipaux, hein, on passe donc à un nouveau type de bâtiment. Il y a cette salle d'asile qui est construite sur une parcelle du verger de l'hôpital Saint-Antoine qui est cédée à la commune de Clisson et qui était destinée à accueillir et à instruire les enfants des familles défavorisées. Et puis aussi l'école publique de garçons qui est rue des Halles, qui est construite à peu près à la même époque. Ce style italianisant se diffuse également dans le domaine religieux puisque le presbytère Notre-Dame est également construit dans cette version italienne en 1859. Alors, on aurait pu continuer à construire tout Clisson en style à l'italienne, mais tout de même pas, et je vais maintenant évoquer ce qui s'est fait d'autre, parce que c'est important, et pourquoi on a choisi d'autres styles. La gare en est un très bon exemple, puisque pour la gare, c'est plutôt le style néo-Louis XIII qui est préféré. Elle est inaugurée en 1866 et vous voyez que c'est un style qui est complètement différent. Elle est recouverte d'ardoise, ses façades sont structurées par des pilastres corinthiens et le choix de ce style, qui est un style qu'on va qualifier d'historiciste, qu'on
trouve un peu plus grand, par exemple dans des mairies parisiennes, eh bien, semble alors plus adaptée à une gare qui est très importante, puisqu'elle rend désormais, elle rend à cette époque Clisson beaucoup plus proche des grandes villes. Pareil, on peut faire le même type de remarque pour l'école communale des filles, pour laquelle on revient à un style sobre et austère, mais cette fois-ci pour des raisons d'économie, comme l'a raconté Pierre Bonnet. Alors, un petit mot de l'histoire de cette école. Donc, d'abord, elle est construite grâce à une aide préfectorale et c'est un projet qui dure et elle finit par ouvrir en 1885 avec 70 élèves. Suite un peu sous la pression, puisque suite évidemment à la loi qui rendait obligatoire l'instruction primaire et donc obligatoire la création d'une école communale de filles. Et donc c'est à la suite de cette loi que le conseil municipal a choisi un terrain, donc le terrain Pavio rue des Cordeliers, pour y construire cette école. Alors au départ, il va y avoir des parements en briques, mais par mesure d'économie, ils ont été remplacés par des moellons en granit. Et vous le voyez, c'est un bâtiment donc au toit de tuiles, mais qui se distingue des autres bâtiments, des bâtiments précédents, pour des lignes plus géométriques, beaucoup plus austères, et évidemment c'est un bâtiment monochrome contrairement aux autres. Même chose, alors ça je trouve ça très intéressant, tous les débats, il y a eu un certain nombre de débats lors de la reconstruction de l'église Notre-Dame. Et pour les comprendre, il faut résumer l'histoire de cette église qui a été relatée par Pierre Bonnet. Donc vous le savez, donc la ville est incendiée et il faut reconstruire énormément de bâtiments. Et en 1806, l'église est reconstruite sans clocher. En 1817, l'architecte Mathurin Crucy remet à la fabrique un devis estimatif pour un clocher afin d'y placer une cloche offerte par le mot. Et en 1819, un petit clocher est édifié à ce moment, est édifié à côté de l'église. Et il y est rattaché en 1850 lorsque le bas-côté sud est construit. Alors vous le voyez sur la photographie, on le voit bien, puis on le voit bien aussi sur le détail de cette peinture de Lancier. C'était un clocher roman avec un toit d'ardoise et donc était assez différent de l'église actuelle. Alors pourquoi la reconstruit-on? En fait, dès 1868, il s'avère que cette église est insuffisante pour le culte et en 1881, le projet de la reconstruire débute. Néanmoins, et ça c'est très intéressant, les avis s'opposent puisque Paul Méchineau, qui est architecte dans le conseil de fabrique, plaide pour le style néo-gothique et on comprend bien pourquoi il plaide pour cela puisqu'il a en fait reconstruit en style néo-gothique les églises de Mousillon, Saint-Hilaire de Clisson, Gorges, Gétigné, Tugan et Treize-Septier, donc il y a vraiment... et il veut évidemment imposer le néo-gothique à Clisson. Et j'ai envie de dire, le néo-gothique est beaucoup plus à la mode actuellement, à cette époque, pour les églises. Donc il y a Paul Méchineau d'un côté qui évidemment plaide pour le néo-gothique, et de l'autre côté, il y a Barthélemy Lemot et son successeur à la mairie, qui est l'instituteur Jean Duchet, qui eux plaident pour un autre style, plutôt à l'italienne. Donc, après quelques rapports et des débats visiblement on ne peut plus houbleux, le dossier s'enlise et il revient à l'ordre en 1885 quand, grosso modo, Paul Méchineau et Barthélemy Lemot sont morts. Et c'est finalement l'architecte nantais René Ménard qui va reconstruire l'église en incorporant le clocher élevé par Crucy. Et Ménard fait
le choix d'un autre modèle, finalement, qui n'existait pas auparavant à Clisson, qui est le modèle des basiliques romaines avec campanile, mais qui est donc toujours, évidemment, un modèle italien. Voilà. Mais vous voyez que c'est encore un autre modèle. Alors, mon fil conducteur, c'est la famille Lemeau, donc je vais donc revenir au Lemeau. Barthélemy Lemeau meurt en 1883 et 2 ans plus tôt, sa fille Marguerite s'est mariée avec un capitaine, un lieutenant de vaisseau, Georges-Élie Pradier, qui est également chevalier de la Légion d'honneur. Bon, on peut le constater d'emblée, la destinée de Marguerite Lemeau n'est quand même pas du tout classique pour l'époque, puisqu'elle se marie à l'âge de 33 ans, ce qui était très très tard pour cette époque. Alors, on sait par l'acte de mariage qu'elle habitait au 18 rue du Cherche-Midi, je vous ai mis la photo, non loin en fait, et que quelques années plus tard, elle va déménager au 6 rue du Regard, qui était visiblement une propriété, enfin l'immeuble des Lemeau, puisque en fait, François-Frédéric Lemeau, donc le sculpteur, est mort à cette adresse au 6 rue du Regard. Alors, on ne peut que imaginer un certain nombre de choses sur la vie de Marguerite Lemeau. Ce qui est à peu près certain, c'est qu'elle voit très peu son mari, puisque si l'on considère les états de service de Pradier, il navigue la plupart du temps sur les côtes françaises et au Gabon, donc difficile de le voir. En revanche, on peut imaginer qu'elle côtoie peut-être des milieux assez lancés, on va dire, ceux de son beau-frère Emmanuel Pradier, qui était un journaliste actif, reconnu, doublé d'un romancier à succès et d'un voyageur. Et on peut imaginer qu'elle s'intéresse à cette époque, à l'opéra, au théâtre, etc. De toute façon, c'était vraiment le loisir principal de l'époque, puisqu'il y avait évidemment ni cinéma, etc. Et on peut imaginer aussi qu'elle vient à Clisson de temps en temps, puisque à Clisson habitait sa mère, ainsi que son frère Olivier et les 4 enfants de ce dernier, qui donc résidaient à la Garenne. Alors, Olivier Lemeau ne fait pas de transformation notable à la Garenne, et en revanche, j'ai envie de dire, cette histoire architecturale s'arrête à cette époque, et ce sont des peintres qui vont prendre le relais et venir à Clisson pour peindre ce site qui est désormais pittoresque et renommé. Et je vais donc maintenant vous parler de 3 paysagistes, à savoir François-Louis Français, Henri Arpigny et Emmanuel Lancier. Alors, je vais commencer par Français, puisque c'est le premier à venir à Clisson. En fait, Français découvre Clisson au début des années 1880, et il a déjà, à cette époque, une longue carrière derrière lui. C'est un paysage renommé, qui est vraiment très apprécié dans la communauté des artistes à Paris, puisqu'on l'appelait Papa Français. C'est un artiste qui est originaire de Plombières et qui s'est formé à Barbizon et qui connaissait Corot. Baudelaire a également écrit des lignes élogieuses sur ses œuvres. Français est je vous l'ai dit, c'est quelqu'un de très apprécié. Il est membre de nombreuses commissions à Paris, et c'est par exemple notamment grâce à lui que Rodin obtient la commande du monument à Claude Lorrain à Nancy. Enfin, c'est une de ses premières grandes commandes. Et Français sera aussi le premier paysagiste à rentrer à l'Institut en 1890. Donc c'est donc pas du tout ce qu'on pourrait appeler un petit maître. Alors, pourquoi vient-il à Clisson ? Je ne peux pas vraiment vous répondre, mais une chose est sûre, il aime la ville. Il y séjourne régulièrement de 1880 à 1891 et il possède une maison.
Et on peut juste imaginer qu'il y retrouve lui aussi ce parfum d'Italie qu'il aimait tant, puisque Français a beaucoup séjourné en Italie au cours de sa carrière. Et Berthoud a évoqué Français, voilà ce qu'il disait, ce qu'il a écrit. Cet artiste affectionnait Clisson et vint y passer l'été pendant des années. On le rencontrait souvent aux environs, installé devant son chevalet et peignant les sites qu'il jugeait de nature à être reproduits dans ses grands ouvrages. Alors, que fait? Alors, je suis désolée, j'aurais pu travailler un petit peu plus, mais c'est vraiment un point qui restera à approfondir. Je vous montre juste quelques œuvres, mais les clichés ne sont pas formidables. Donc, Français, c'est vraiment un aquarelliste hors pair, et vous voyez, donc qui s'est beaucoup intéressé au château, également au moulin, ce qu'il appelait le moulin neuf, donc je pense que c'est Plessard. Et il a aussi fait beaucoup d'aquarelles des bords de la Sèvre. Il a aussi laissé cette petite toile qui est conservée à Nantes et qui montre l'église qui vient d'être construite. Donc vous voyez, c'est un style qui est tout à fait dans la lignée de Corot, un style très géométrique. Regardez comment il géométrise tout ce qu'il construit. Alors c'est évidemment pas la palette des impressionnistes, mais c'était vraiment un paysagiste très très connu à cette époque. Même chose pour Emmanuel Lancier, qui lui est originaire du Marais vendéen. Donc c'est un peu le même profil, si je puis dire, que Français. C'est des paysagistes quand même, c'est un paysagiste assez donc dans la lignée du réalisme de Courbet, donc en avance sur son temps. Par exemple, il va être au Salon des Refusés de 1863, et puis après qu'il va faire une carrière au Salon prestigieuse, il obtient la médaille d'honneur au Salon quelques années plus tard. Alors Lancier séjourne à Clisson entre 1884 et 1889, et c'est à ce moment-là qu'il réalise une douzaine de peintures donc de Clisson et des bords de la Sèvre, qu'il expose au Salon de Nantes, de Rennes et de Rouen. Lancier a une première formation d'architecte, vous voyez qu'il s'intéresse beaucoup aux bâtiments, qu'il restitue de manière assez précise. Et il travaille dans un style avec une palette certes assez resserrée, mais dans ce style lâché qui est à la mode dans le paysage, dans le domaine du paysage, suite à ce qu'ont mis en place les impressionnistes. Et le dernier paysagiste vraiment important, c'est Harpigny. Lui aussi, il a participé au Salon des Refusés de 1863. C'est aussi quelqu'un qui fait une belle carrière, qui admirait Corot, qui a séjourné aussi en Italie et qui doit retrouver ce parfum italien à Clisson, et qui, comme les autres, s'est beaucoup intéressé au château. Et donc c'est ce qui me fait dire que, en dépit de toutes ces constructions par Le Mot et tous les autres, d'une certaine manière, ce vieux château, c'est quand même lui qui a toujours capté les regards. Et je pense que c'est toujours d'ailleurs le cas. Et les paysagistes en sont vraiment, en tout cas, vraiment en témoignent. Voilà, alors la vue que l'on a sur ce vieux château, qui n'est pas tout à fait celle-là, eh bien c'est la vue qu'avait Marguerite Lemot lorsqu'elle s'installe à Clisson en 1897. Elle ne semble pas s'être intéressée à l'architecture et à la peinture, mais en revanche, vous le savez, elle a diffusé d'autres types d'expressions artistiques, à savoir l'art lyrique et dramatique. Deux mots donc de son parcours. Je vois l'heure. Oui, je suis un petit peu longue, donc je vais abréger.
Son mariage s'est révélé être un désastre et donc elle quitte son mari en 1897 et c'est à la suite de cela qu'elle va s'installer à Clisson et qu'elle achète donc un terrain rue des Cordeliers. Vous voyez sa maison, elle s'intéresse dès le départ à l'école qui est en face et elle va faire construire à ses frais un réfectoire pour la cantine de l'école publique. 2 ans plus tard, elle démarre la construction, elle se lance dans la construction de ce théâtre, donc le théâtre Tivoli, qu'elle fait construire à ses frais. On ne sait pas qui était l'architecte. Et vous voyez donc 3 états du théâtre, l'état premier, ensuite les agrandissements au XXe siècle et une photo d'aujourd'hui. Alors bien sûr, elle s'inscrit dans la continuité de son grand-père et de son père en choisissant le style à l'italienne, c'est tout à fait évident. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle rend ce théâtre de style italien renvoie à l'hybridation de 2 modèles. Donc premièrement, il est construit à côté de sa maison et donc il peut apparaître comme une dépendance et il rappelle donc cet éclectisme stylistique du début du XIXe siècle. Et puis deuxièmement, sa taille et sa destination impliquent la fréquentation d'un public plus large que les seuls proches de Marguerite Lemaud, et il renvoie donc aux bâtiments communaux édifiés à l'époque de son père, comme la salle d'asile et l'école de garçons. Et donc ces 2 aspects expliquent peut-être le choix de ce style à l'italienne. Et donc j'insiste, ce théâtre peut être considéré comme le dernier bâtiment d'importance à Clisson dans ce style, et il clôt donc une histoire, l'histoire que je viens de vous raconter. Alors, il aurait été inauguré le 28 juin 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale. Et je vous l'ai dit, nous n'avons pas d'informations sur les spectacles qui étaient donnés. Il y a juste, en 1963, Alfred Gernoux qui a évoqué des chanteurs et des musiciens ayant contribué à la renommée de Clisson. Voilà ce qu'il écrivait. Marguerite Lemaud donna dans son théâtre les représentations qu'elle animait elle-même. Auguste Barré-Pierre, né au Palais, Grand Prix du Conservatoire, excellent baryton, enthousiasmait les foules. Le fils, Félix Barré, membre de l'Opéra Comique, revint au pays nantais, protégé par Madame Pradier. Elle fut mécène de Maurice Caillé, pianiste. Elle avait constitué une riche bibliothèque au Cordeliers. Elle fit de Clisson, en son temps, un petit Bayreuth. Alors, évidemment, la comparaison avec Bayreuth est très exagérée. Et par ailleurs, c'est faux, puisqu'elle évoque Auguste Barré, et que Auguste Barré était bien originaire du Parlet, il a bien été un baryton célèbre, mais il est mort en 1885, donc il n'a pas pu évoluer dans le théâtre de Marguerite Lemaud. En revanche, son fils, Félix Barré, était effectivement connu. Il a chanté au Théâtre Lyrique des Variétés en 1898, la première du Barbier de Séville. Et il a été portraituré par Jacques Villon en 1912. Vous voyez ce dessin qui est conservé à New York au Metropolitan Museum. Bon, ça atteste vraiment de sa renommée. Et il était visiblement proche de Marguerite Lemaud, puisqu'elle le mentionne dans son testament. Quant au pianiste Maurice Caillé, évoqué par Gernoux, je n'ai pas trouvé d'informations sur sa carrière. Alors revenons donc à ce théâtre. Ce que j'en ai compris, c'est que finalement Marguerite Lemaud a évolué dans cette espèce de triangle. Il y avait sa maison, l'école des filles en face et le théâtre au-dessus. Et on sait par différents témoignages, d'abord que c'était, paraît-il, une femme libre d'esprit et que c'était une originale, qu'elle n'était pas bien vue de la bourgeoisie clissonnaise et de son frère Olivier, le 3e baron Lemaud. Et peut-être plus important pour nous, qu'elle suivait de près l'éducation des jeunes filles d'origine modeste de l'école, qu'elle initiait au théâtre et à la musique. Donc au regard d'un certain nombre de témoignages, il est assez clair qu'elle avait la volonté de diffuser la culture qu'elle avait découverte à Paris. Et voilà. Et donc
on peut donc parler, à mon sens, de philanthropie. Je vois le temps qui passe, donc j'abrège un petit peu, mais il faut quand même savoir que dans les années 1900, il y a tout un courant réformiste qui s'est développé pour vraiment commencer à essayer de rendre la culture accessible à tous. Je rappelle toujours qu'en 1900, 1% d'une classe d'âge a le baccalauréat à la suite d'études secondaires payantes. Ce que ce courant réformiste met en place sera le socle de ce qu'on appellera plus tard la politique culturelle. Alors, je ne pense pas que Marguerite Lemaud est vraiment restituée dans ce courant, mais j'ai envie de dire, elle est dans l'air du temps. Voilà, et donc cette histoire, en tout cas la première partie de l'histoire de ce théâtre se clôt avec la mort de Marguerite Lemaud en 1925. Ce théâtre sera acheté par la municipalité en 1934. Et je vais donc maintenant conclure, puisque le temps est plus que venu. Donc je voudrais conclure en fait sur cette œuvre, qui est une œuvre de Jean Messinger, qui représente ce château de Clisson, une œuvre divisionniste. Il faut savoir que Messinger sera vraiment un artiste très important dans l'histoire du cubisme. Et la seule chose que je voudrais dire, c'est que Clisson a une histoire très singulière. De grands artistes y sont venus et il importe de toujours la faire connaître et la valoriser. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Dans ce théâtre construit par Marguerite de Clisson, est-ce que ce sont les jeunes filles de l'école qui se trouvaient juste à côté? Vous avez dit qu'a priori elle était mal vue de la bourgeoisie de la ville, donc qui pouvait être le public de ces spectacles? Ce que j'en ai compris pour ma part, c'est qu'elle connaissait quand même des artistes qui avaient une certaine renommée. Donc il y a effectivement ce Félix Barré, à mon avis, a dû être un pilier. Et puis après, des proches, effectivement, des jeunes gens. On parle, tous les témoignages en fait convergent vers des jeunes filles qu'elle éduquait à la musique et au théâtre. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y avait des Nantais qui venaient, qu'elle avait des connaissances dans les milieux nantais? Ça, je peux vraiment pas vous répondre. On a très peu d'éléments et puis. Les différentes recherches qui ont été faites aux archives n'ont rien donné. En fait, le problème, c'est que c'était un théâtre privé, donc il n'y a pas de dépôt légal, il n'y a rien. Donc on est vraiment dans... C'est le mystère. Qu'est-ce qui est devenu ce théâtre? Il a fonctionné jusqu'à quand? Dans quel état est-il? Alors, je sais qu'il a été un cinéma, mais je vais peut-être passer la parole à d'autres gens, parce que alors, moi, j'en connais à peu près l'histoire jusqu'en 1925, mais après, donc il est racheté par la municipalité en 1934, et après, c'est un centre culturel qui devient plus ou moins un cinéma, donc qui peut... Alors moi je ne suis pas historienne du tout, mais je me souviens qu'habitant Gervaux, ce cinéma on n'y allait pas parce qu'il y avait quelques séances. C'était un cinéma tout à fait normal, mais il y avait quand même une séance le samedi soir, un peu tard, qui attirait une autre population. C'est ça Jean-Pierre? Oui, ben j'ai connu cette période-là en 1965, 1966, 1967, quand le théâtre était devenu cinéma et il y avait un peu d'exotisme de temps en temps. Voilà. Mais je ne suis pas le seul, hein. Il y a beaucoup de Clisonnais qui ne m'ont pas l'avoué, mais nous sommes allés très nombreux dans cette période-là, on avait 20 ans, 25 ans, on allait tous à cette séance exotique de temps en temps. Alors, j'ai connu aussi un concert, le seul et unique que j'ai pu faire dedans avec France Servette quand je suis arrivé à Clisson. En 65, on a fait un concert avec l'harmonie Clisson quand elle existait encore. Là, j'ai agité ma coulisse de trombone à l'époque dans le théâtre. C'est tout ce qui me reste comme souvenir de la période. Voilà. Il y avait une rivalité entre deux cinémas, le Tivoli et le Familial à l'époque, connétable aujourd'hui. Le Tivoli, on y allait, enfin, il était dit réservé
aux gens qu'on pourrait appeler maintenant de gauche. Oui, c'était comme ça, puisque les enfants de l'école publique, ils faisaient l'arbre de Noël. Hein, c'est ça? Oui. Alors que le familial, lui, était réservé aux gens plus pratiquants. Ok? Comment? Et puis pour dire, en ce qui concerne le porno, c'était vraiment la fin de la fin. Mais on y passait des films vraiment très riches. Il y avait donc le samedi soir, et le dimanche, 3 séances. Moi qui suis du Palais, je me souviens très bien que dans les années, alors et moi, c'était 1950 avant, en 50-55, bon, du Palais, on prenait le car Citroën le dimanche après-midi, et c'était pratique, on descendait donc à côté du cinéma, on allait au cinéma et on rentrait au Palais après par le car. Mais à cette époque-là, moi j'ai jamais entendu parler de cinéma exotique. Jamais. J'ai juste deux petites choses à vous dire, c'est bon. Je suis basque. Hein, bon. Mais au Pays Basque, nous, on a une coutume, c'est de préserver le patrimoine et les bâtiments. Voilà. Bon. Entendu d'ailleurs. Maintenant, le Tivoli, je fais partie de l'orchestre Notre ici à Clisson. Il y a des anciens qui ont joué dans le Tivoli. Le Tivoli fait 200 mètres carrés au sol. Il y a 2 étages, donc ça fait 600 mètres carrés. Pour l'instant, on répète, on est 35 musiciens à l'orchestre. On répète. Excusez-moi si je gêne, hein, vous me dites. Non, d'accord. Pour l'instant, à l'orchestre Vents et Cordes, on répète, on est 35 musiciens. À la Madeleine, on n'a que 11 places de parking. Tandis que là, si on avait le Tivoli, avec les 3 étages, et le parking à côté, tout le monde pourrait se garer, y compris l'école de musique, l'école de chant et tout le reste. Monsieur le maire, ça sera à vous d'en décider. Bon, oui, non. Je fais partie, je ne me cache pas, je fais partie de l'association Sauvons le Tivoli, c'est marqué là. Hein, ouais. Bon, très bien. On n'en a pas fini ensemble, je crois. Bon, on ne veut pas de conflit. Tout ce qu'on veut, c'est sauver ce bâtiment. Quoi qu'il advienne ensuite, qu'il devienne un bâtiment municipal, public ou n'importe quoi, on veut sauver les murs. Voilà, c'est tout. Hein? Bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, messieurs, dames. Si par la suite vous voulez adhérer à notre association, il n'y a pas de problème. Il y a une pétition qui sera peut-être là ce soir, des bulletins d'adhésion, et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. On répétait des chants au Tivoli, et le concert de fin d'année était donné au Tivoli. Alors pour vous situer exactement quand, il faudrait que je reprenne mes listes, parce que j'ai certains élèves en tête, et on s'est produit là sûrement une année, et toutes les répétitions se faisaient dans le théâtre. J'étais à l'école de filles en face. Je suis allée au cinéma, bien sûr, au Tivoli, bien avant que ce soit classé X, puisque à ce moment-là, je n'avais plus là, mais effectivement, c'était le cinéma de la Trinité, alors que l'autre était le cinéma de Notre-Dame, parce qu'à Clisson, il y a un petit peu de quartier. Et puis, en tout cas, les élèves de l'école de filles et de garçons de Clisson, l'école publique de filles et garçons de Clisson, faisaient toujours leur fête de fin d'année, donc de Noël, leur représentation de Noël au Tivoli. Et au Tivoli, il y avait, comme dans d'autres salles de cinéma, je pense par exemple au cinématographe à Nantes, pour ceux qui connaissent, il y avait, ou à l'époque à l'Apollo à Nantes, il y avait donc ce qu'on appelle l'orchestre, et il y avait un balcon. Et il y avait des loges sur les côtés et une scène. Voilà. Bon, alors, pour le sujet des frères Jacques, ça c'est autre chose. Les frères Jacques qui étaient soutenus par M. Morellet,
sont venus en concert juste après les inondations de 1960. Ils ont donné un concert au profit des sinistrés de Clisson. Et je voudrais dire qu'il y avait un revêtement un peu particulier. Il y avait une rénovation et puis après ils ont mis une espèce de revêtement plastique vert. Pas très joli d'ailleurs. Et alors au niveau sécurité incendie, c'était vraiment pas très très bon, parce que je pense que ça aurait pu prendre feu très très vite. Et il y a eu ce revêtement vert, c'était plissé sur tout le mur. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de ça, mais moi je m'en souviens très bien. Et il y a eu aussi un accident dans ce cinéma, c'était privé, et les gérants ou le propriétaire, je ne sais pas, s'était fait électrocuter sur l'armoire électrique, juste avant une séance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Mais... pour revenir à l'exposé de Madame Haineux, excusez-moi Madame, vous avez parlé tout à l'heure de l'architecte Paul Méchineau, qui a construit, j'apprends, plusieurs églises autour. Alors, Paul Méchineau, c'est aussi l'architecte qui, au milieu du 19e siècle, a restauré ou rénové l'église de la Trinité. Et c'est lui qui a donné à l'intérieur de l'église de la Trinité, qui lui a donné un caractère gothique, malheureusement en cachant sous ses embouis et ses faux joints tout le beau caractère roman de cette église. Et c'est lui qui a donné à la façade son caractère néo-roman. Il y avait une façade romane qui a été démolie. Il a donné à la façade son caractère néo-roman, très critiqué par Paul de Vertou. Quand vous lisez Paul de Vertou, il n'a pas beaucoup d'admiration pour cette façade, même pour cette église. Et malheureusement, cette façade romane a complètement disparu, y compris dans les... On n'a pas de dessin, pas de photo, rien. Aux archives départementales, il y aurait peut-être, mais enfin, moi j'ai pas pu le retrouver, un dessin fait par Léon Maître, mais malheureusement, Paul de Berthoud le signale, il y a un dessin, mais on a perdu ce dessin qui aurait donné l'ancienne façade de l'église de la Trinité. En 2008, il a brûlé. Et depuis 2008, malheureusement, rien n'a été fait pour le sauver. Et de quoi s'agit-il ce soir? Il s'agit d'essayer de sauver le bâtiment. Le problème de l'affectation, pour moi, il est secondaire, parce que de toute façon, on lui trouvera toujours une affectation. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de faire ce qu'on n'a pas fait depuis 2008. Et pourtant, à un moment, je pense que la municipalité avait les moyens de le faire, c'est de le couvrir. De le couvrir pour le sauver. Parce qu'on ne peut pas conserver une construction de cette époque, et même maintenant. Hein. Est-ce que vous avez une maison sans toit? Non. Bon. Eh bien, il lui faut un toit, il lui faut une charpente, il lui faut une couverture. Et ces travaux pourraient très bien ne rien coûter à la municipalité, à la ville, au Clissonnais. Ce serait simplement une avance sur travaux. Hein. Et à ce moment-là, le Tivoli aurait bien meilleure mine et on pourrait le présenter, on pourrait le faire visiter, on pourrait rentrer à l'intérieur. Hein. Il suffit simplement de faire un problème de nettoyage, de mise en sécurité du bâtiment. Hein. Et à ce moment-là, ne vous inquiétez pas, il trouvera acquéreur. Alors, qu'il ait une affectation X, Y ou Z, ça n'a pas d'importance. De nombreux édifices en France, très prestigieux, ont eu des affectations très diverses. Il y a eu des abbayes qui ont servi de casernes, de fermes, de métairies, on y mettait de granges, on y mettait des bottes de foin, etc. Et puis, eh bien, parfois, c'est grâce à ça que ces édifices existent toujours et qu'on a la chance de pouvoir les voir, voilà, d'en profiter. Donc, je pense que, vraiment, franchement,
La chose à faire, c'est couvrir ce bâtiment le plus vite possible. Ça fait déjà 9 ans, 8 ou 9 ans, qu'il n'a plus de toiture, il n'a plus de couverture. Et ça procède, je dirais, pratiquement du miracle que le bâtiment soit encore en si bon état. Voilà. Alors non, mais je voulais seulement vous dire, sans vouloir faire de polémique, on est bien d'accord, on est là pour échanger, pour essayer de comprendre, de penser l'avenir. Moi, je voulais seulement vous dire que si le château qui a failli disparaître, puisqu'on voulait en faire une carrière à une certaine période, s'il n'y avait pas eu des associations dans le même esprit que la nôtre, des gens raisonnables, mais qui sont constructifs, hein, eh bien, il y avait l'association du docteur Toussaint, etc., les Amis du Château qui ont continué. Le département est venu au secours de la municipalité qui n'avait pas les moyens d'entretenir le château. On est bien d'accord. Alors, le château, c'est quelque part le cœur de la ville. C'est le cœur de la ville. Mais le Tivoli, qui est la finalité de l'œuvre de la famille Lebeau, c'est la finalité, et qui, sur son éperon rocheux, fait face, il fait l'équilibre avec l'autre côté de la Sèvre, il fait l'équilibre avec le château. C'est-à-dire qu'on a deux ambiances ici, une ambiance médiévale et une ambiance à l'italienne, qui est si prisée des visiteurs et du tourisme. Il faut savoir qu'il n'y a pas de tourisme s'il n'y a pas de patrimoine. Alors, le Tivoli, quelque part, c'est un peu, ce château est le cœur de la ville. Le Tivoli, c'est l'âme de la ville. C'est l'âme de la ville, et je pense que ça fait partie, dans le tourisme, on dit que le tourisme, c'est 13% environ en France, hein, du PIB, du produit intérieur brut. C'est à peu près identique aux résultats de l'agriculture. Ce n'est pas négligeable. Clisson est très chargé en patrimoine, et on a beaucoup de mal au niveau de la commune d'entretenir tout ce patrimoine qui est varié et immense. Et sur deux thèmes, le thème de l'italianisme et le thème du médiéval. Alors, pour satisfaire les visiteurs, et continuer cette affaire de tourisme qui économiquement est intéressante. Bon, je pense que le Tivoli, c'est également une retransmission. C'est un peu, ça fait partie des racines des gens qui ont vécu ici, qui sont là, parmi nous aujourd'hui encore, et des jeunes générations qui arrivent là, et des personnes étrangères qui viennent vivre chez nous et qui s'installent. On leur donne de nouvelles racines, et ces racines, elles sont à travers la partie, ces périodes, ces ambiances médiévales et italianisantes. Alors je pense qu'il serait intéressant de préserver ce monument et de le faire revivre sous une autre forme économiquement beaucoup plus adaptée à la période. On trouvera toujours des financements, on trouvera toujours des destinations, mais il faut le faire revivre pour que Clisson puisse continuer à avoir ce parfum d'Italie. Voilà. Le Tivoli, c'est une fabrique. Alors j'entends dire qu'on pourrait garder de façade côté rue, sauf que le Tivoli, c'est aussi un arrière qui est sur des fondations avec la maison voisine, et un arrière que l'on voit de la route de la montée de l'éperon. Donc il a sa place, chaque bâtiment se fait face, chaque bâtiment se reflète dans l'autre, fait miroir, fait écho. Donc il faut penser que le Tivoli, il a aussi une âme quand on le voit d'en bas. Il n'a pas une âme que quand on est rue des Cordeliers, donc c'est important. On dit que c'est le dernier bâtiment majeur de cette époque de construction rustique toscan-clissonnaise. Je pense qu'on n'a pas le droit, de par le nom, le mot, la filiation, l'histoire et la destination patrimoniale du style, on n'a pas le droit de détruire ce bâtiment, ne serait-ce que toucher à un mur de ce bâtiment. On trouvera toujours de trouver une affectation. Effectivement, comme disait mon collègue de Second Tivoli qui a parlé de le couvrir, il faut le couvrir, mais on peut le couvrir, il a oublié de le citer, il m'excusera de le préciser, on peut faire une charpente définitive. Il ne s'agit pas de faire une charpente provisoire pour la redémonter avec un coup. On peut très bien faire une charpente définitive. Et avec un puits de lumière, par exemple, si on veut éviter de faire des percements de façade, voilà. Donc il y avait ça, et puis quand on vous dit ça, on va le détruire parce que ça coûte trop cher de le rénover, démolir, c'est 150 000 euros, 200 000 euros. Si vous voulez, en fait, dans les années 1900,
c'est à ce moment-là que vont se mettre en place ce qu'on va appeler les théâtres du peuple, avec Maurice Pottecher, une éducation dans les musées. C'est aussi à ce moment-là que se développe ce qu'on appelait à l'époque les habitations à bon marché, qui sont devenues le logement social après. Donc il y a toute une armée d'intellectuels et d'artistes qui s'est levée, bon, c'est le contexte de l'affaire Dreyfus, etc., parce qu'il y a eu une prise de conscience soudaine que d'une certaine manière la culture n'était pas partagée et que évidemment ça ne pouvait plus durer. Et j'ai quand même l'intime conviction que elle quitte la scène, elle quitte Paris en 1897. Ce mouvement a déjà commencé. Oui, il y a aussi ce qu'on appelait les universités populaires. Faut pas oublier qu'en 1901 est créée la loi sur les associations, et il y a vraiment une constellation d'associations qui se créent à cette époque. Et pour moi, la première chose auquel j'ai pensé quand mon père m'a parlé de ce théâtre, c'est... et puis, pour ma part, moi j'ai beaucoup travaillé sur la notion d'art social. C'est pas de l'art social parce que c'est pas quelqu'un qui faisait partie de milieux progressistes, etc. Mais c'est vraiment ce que je pourrais appeler de la philanthropie. Et il y avait vraiment, je pense que ça, il n'y a pas tellement de doute là-dessus, une volonté de diffuser la culture. Il y avait à Clisson, attention, il y avait des chorales, il y avait des fanfares, il y avait même des cavalcades, il y avait une riche vie dans le domaine de la musique, du chant, etc. Donc ce qu'elle a voulu diffuser, c'est ce que j'appellerais une culture savante, cette culture qu'elle avait appris à Paris. Et je pense que quand même ce théâtre a dû connaître un petit succès, alors avec qui, je ne peux pas vous le dire, mais il faudrait faire, je pense qu'en faisant des recherches peut-être approfondies, on arriverait à trouver d'autres éléments, mais tout ça prend un temps infini et il faut faire des recherches à Nantes, dans les archives, etc. Donc voilà, et c'est ce courant qui, d'ailleurs, je précise, sur le plan politique, a réuni des gens avec des idées très, très, très différentes. Mais donc il y avait quand même une volonté vraiment d'élargir la culture, et c'est ce courant qui va poser les jalons, grosso modo, des politiques culturelles qui vont se développer dans l'entre-deux-guerres. Et ce que fait Malraux, ça vient tout droit de ça. Il n'a rien inventé. Et les théâtres du peuple, c'est le festival d'Avignon, de Villars ensuite, etc. etc. Donc voilà, donc il faut... alors, je ne suis pas en train de dire que Marguerite Lemiaux a inspiré Villars et le festival d'Avignon, mais c'est quand même à resituer. Elle est dans l'air du temps. Elle est dans l'air du temps d'une fin du quant à soi et d'une volonté de partage de la culture. Est-ce qu'il y a d'autres théâtres de ce type qui existent ailleurs en France, pas tant sur l'architecture à l'italienne, mais sur un théâtre de cette dimension et avec ce type de volonté? Il y a eu le plus connu, c'est celui de Pottecher dans le nord de la France. Après, oui, je n'ai pas d'autres exemples en tête parce que je vous renvoie, si vous voulez, aux travaux de Paul Dubois, qui a travaillé sur tout cette floraison théâtrale. Mais il y a eu, oui, des expériences quand même en province de théâtre. Je suis allée, moi, à Genève, faire une conférence justement sur ce sujet d'un théâtre construit, la Comédie de Genève a été construit exactement dans ces mêmes circonstances. C'est un théâtre plus grand, mais exactement dans ce contexte. Donc il y aurait tout un travail de recherche à faire. Parce que Paul Dubois, qui a étudié donc justement toute cette floraison théâtrale, il a surtout étudié la scène parisienne, donc il faudrait vraiment essayer de voir tout ce qui s'est passé en France, mais bon, ça reste un travail à faire. Ce qu'une dame a commencé à dire, c'est-à-dire qu'il y avait quand même à Clisson, et on n'en parle pas, mais en tant que Clissonnais, on sait bien qu'il
il y a eu une rivalité toujours qui existe encore entre la Trinité et Notre-Dame. Et finalement, tout à l'heure, j'étais un petit peu gênée à propos du cinéma Tivoli parce que le Tivoli était de la Trinité et il y avait un quartier qui n'était pas forcément bien famé autour du Tivoli parce qu'il y avait des habitats probablement plus populaires, je pense à la rue de la Vallée, et en même temps, il y avait beaucoup d'animations autour, par exemple, de la poissonnerie Petit ou des choses comme ça, mais il y avait toujours comme une rivalité entre la Trinité et Notre-Dame. Et ce théâtre, le Tivoli, je me dis, mais c'est une question, hein, est-ce que finalement, parce qu'il était dans le mauvais quartier, entre guillemets, est-ce qu'il n'est pas... Non, non, mais c'est pas du tout clivant ce que je veux dire, il a été un petit peu délaissé, laissé à l'abandon, voilà. Après, il y a des exemples, moi je le trouve très beau, mais bon, ça n'engage que moi. Il y a un très bel exemple de réussite du moulin de Plessard, qui est devenu la base du canoë-kayak. Aujourd'hui, personne ne s'imaginerait le moulin de Plessard sans toiture, sans rien. Voilà. Donc, moi je suis attachée au fait qu'à Clisson, il y a eu aussi un mélange de population et dont témoigne le Tivoli et le quartier de la Trinité autour. Après, on s'approprie l'histoire comme on en a envie. On va donner la parole aussi à M. le maire, il faut le remercier d'être venu dans une soirée qu'il savait passionnée et passionnante. Et là-dessus, chacun de vous là, qui est intervenu, on vous remercie pour la qualité de vos interventions. Ensuite, c'est vraiment l'objectif de l'Université sur Ligue et du Pays d'Art et d'Histoire, c'est de lancer le débat, pas pour de la concertation, mais pour de la sensibilisation. Parce que je crois que sur le territoire, on a souvent confondu concertation avec sensibilisation. Alors, chacun de vous émet son avis et son point de vue, et il faut que le plus grand nombre participe de cette connaissance, de ce savoir qui permet aussi d'atteindre l'objectif, parce que la préoccupation culturelle et artistique a été bien soulignée par Mme Meneux, et ça veut dire aussi qu'ils n'est pas à l'égard de tout ça. On a vu avec M. Bonnet il y a quelques semaines, sous les halles de Clisson, des pans entiers de l'histoire de Clisson qui ne sont pas aujourd'hui révélés. Et c'était passionnant à partir de l'étude d'androchronologie. C'était intéressant d'ouvrir des portes nouvelles, écrire une histoire plus complexe qu'elle n'est présentée habituellement. Alors, on peut aussi faire des travaux sociologiques pour savoir si les gens de la Trinité étaient estimés autant que ceux de Notre-Dame. On peut... Non, mais c'est pas ça, j'ai bien compris. Mais il faut que l'on continue à travailler ensemble dans le cadre du Pays d'Art et d'Histoire. On a mis beaucoup de moyens sur les rivières, au Livaux par exemple. Et bien peut-être que les élus vont se pencher aux côtés de l'association, avec M. le maire de Clisson qui veut prendre la parole, voilà, sur le Tivoli, qui est une fabrique dans ce paysage du 19e siècle. Alors il faut transmettre le 19e siècle, mais il faut lui donner une âme, il faut avoir une raison culturelle forte de lui donner une âme et de le restaurer. Il faut croire à quelque chose. Plutôt que de s'entretuer, il faut se passionner ensemble et trouver les moyens qui permettent de s'en sortir. Je pense déjà que je remercie le président du pays et son vice-président d'avoir initié finalement cette inscription de conférence sur cette thématique. C'est l'actualité à Clisson. Merci à vous, Madame Meneux, de nous avoir rappelé certaines choses, parce que finalement, il y a des choses que certains connaissaient, mais j'espère qu'on a tous un petit peu appris quelque chose. Donc Clisson est riche de 14 monuments historiques et d'une multitude de bâtiments remarquables, d'intérêts patrimoniaux, de style italien, comme vous avez pu nous le rappeler. Ce bâtiment-là, donc, a changé de main plusieurs fois.
plusieurs municipalités l'ont acquis, vendu, avec l'actualité de 2008-2010, voilà, ça vient rappeler des choses. Il a été construit quand même par des maçons de Clisson, M. Renaud, arrière-grand-père de M. Branger, propriétaire de la propriété de rue Docteur Boutin, la diligence qui a été ouverte dans le cadre des Journées du patrimoine. C'est son arrière-grand-père qui détenait une entreprise de maçonnerie avec une cinquantaine de maçons qui ont construit l'édifice. Voilà, j'avais ça à rajouter. Ensuite, il n'aura échappé à personne que le projet municipal qu'on a inscrit depuis 3 ans et demi a intégré la rénovation du quartier de la Porte Palzès. Alors, ça rappelle certains disant les quartiers délaissés, pas délaissés. Il est clair qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, on s'est attaché à ce sujet-là. Et donc, on a un budget assez conséquent pour rénover la Porte Palzès, mais volontairement, on n'avait pas intégré le Tivoli parce que, déjà financièrement, ça grossissait les coûts, et puis ça risquait de bloquer l'aménagement urbain, la rénovation urbaine de toute la place. Et puis, donc, dans le cadre de cette présentation de ce projet-là, on a commencé à entendre des choses. La réglementation d'aujourd'hui, on protège tout notre patrimoine. On a une vraie intention de prolonger cette protection. Et aujourd'hui, alors, je vois M. Hardy qui est devant moi. À son époque, c'est grâce à l'équipe, M. Hardy était élu avec le maire de l'époque, la zone de protection qui a été instituée dans les années 91-92 a fait qu'on avait un périmètre où on s'interdisait de faire en gros n'importe quoi. Et ce bâtiment-là ne peut pas être démoli. Alors de fait, ça pose question parce qu'il est aujourd'hui plus une ruine qu'autre chose. On est en train de rénover, de revisiter cette zone de protection, et ce bâtiment-ci est aujourd'hui un bâtiment d'intérêt patrimonial. On a 4 niveaux de classement dans cette future ère de valorisation du patrimoine. Les monuments historiques, il y en a 14 sur Clisson. Les bâtiments remarquables, il y en a une petite dizaine, dont l'ancienne école de garçons côté Notre-Dame. Le presbytère, ces bâtiments-là sont remarquables et sont interdiction totale de démolition. Et puis, un rang en dessous, parce qu'il faut bien classer les bâtiments, on a ce type de bâtiments d'intérêts patrimoniaux qui, si faute, avec des soucis de bâtimentaire, de ruines, sont dans un état où on ne peut pas faire autre chose, la démolition pourrait être autorisée s'il y a un projet d'intérêt général. Je dis pourrait, ce document est en cours de validation et il n'y a encore pas d'actualité. Donc, on a inscrit, alors dans l'agenda ça tombe très bien, la conférence ce soir, et on a la semaine prochaine une première réunion d'un comité consultatif sur le devenir du Tivoli, dont l'association ici présente fait partie. On s'est entouré des architectes des bâtiments de France, de l'histoire et patrimoine, il doit y avoir des gens de l'association dans la salle, et on va réfléchir sur le devenir du Tivoli. Donc, l'actualité de ce soir nous permet de s'inscrire dans ce que disait Marc Rivalin. On a une vraie histoire culturelle, avec un éclectisme, avec des jolis paysages. On a aujourd'hui, on est commune touristique, donc c'est aussi un vrai challenge pour le maire que je suis de valoriser la commune avec nos voisins, parce qu'on n'est pas tout seul. Je vois le maire de Géquigné, on se cause, comme les bâtiments se causaient à l'époque, hein, quand Le Mans a construit sa villa, ça visite toute la ville de Clisson. Et donc, l'intérêt touristique pour moi est parlant. Donc il faut qu'on avance, on va avancer tranquillement, sereinement, et puis on se reverra très certainement l'année prochaine pour essayer d'avancer. Alors,
ça sera un concomitant avec l'aménagement de la porte Palzès. Je rappelle quand même que les finances, je suis aussi tenu de bien les gérer, et donc ce sujet-là fait qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc on va avancer, hein, je vous rassure. Je ne vais pas vous dire plus que ça ce soir. On débattra avec le comité, et puis sans doute on fera peut-être un petit retour de manière publique un peu plus tard. Voilà, merci.